Le véritable vampirisme ne réside pas dans la chair, mais dans l'âme. Celui qui vole l'énergie des autres porte en lui la malédiction de l'immortalité de ses fautes. Dans la nuit noire et silencieuse, Jean-Baptiste Ibiwa, un villageois robuste de Kangosouk, se prépare à s'endormir après une longue journée de travail. Sa maison, simple et modeste, est comme toutes les autres du village, avec des murs de bois et une fenêtre laissée ouverte pour laisser entrer l'air frais de la nuit. Jean-Baptiste ne se doute pas que, cette nuit-là, son sommeil va être perturbé de manière fatale. Dominique Mondio-Bagnoé, surnommé « Papa Hibou » par les enfants à cause de ses yeux rouges et de son apparence étrange, est un vampire astral. Il est capable de quitter son corps physique pendant la nuit pour voyager sous forme d'esprit. Ce pouvoir, bien que mystérieux, est utilisé à des fins néfastes. Ce soir-là, après avoir quitté son corps physique et pris la forme d'un vent léger, Dominique se concentre intensément. Il vole à travers le village, se dirigeant vers la maison de Jean-Baptiste, qui dort profondément. Le vieux vampire, flottant silencieusement dans l'air, entre sans bruit par la fenêtre laissée ouverte. Il n'a pas besoin d'ouvrir la porte ou de forcer une serrure, son esprit pénètre directement dans la chambre de Jean-Baptiste, qui est totalement inconscient de sa présence. Dominique, dans sa forme astrale, se dirige vers le lit de la victime et attend le moment propice pour l'attaquer. Dans un silence effrayant, Dominique s'approche de Jean-Baptiste. Au moment où le villageois prend une profonde inspiration dans son sommeil, le vampire pénètre dans ses poumons et envahit son esprit. Dominique utilise ses pouvoirs pour semer la terreur dans l'esprit de Jean-Baptiste. Il déclenche un cauchemar terrifiant, où Jean-Baptiste se retrouve poursuivi par des forces maléfiques qu'il ne peut fuir. Dans ce rêve, il est dévoré par une créature invisible, son cœur battant à tout rompre sous la pression de la peur. Le cauchemar est si intense que le corps de Jean-Baptiste réagit physiquement. Son rythme cardiaque s'accélère, la sueur perle sur son front, et il commence à suffoquer, croyant qu'il est pris dans une étreinte invisible. Le stress, couplé à l'attaque spirituelle, déclenche une crise cardiaque. La victime, incapable de comprendre ce qui lui arrive, meurt dans son sommeil, son visage figé dans une expression de terreur. Il ne se réveille jamais de ce cauchemar. Le silence règne à nouveau dans la chambre, à peine perturbé par les bruits lointains de la nuit. Jean-Baptiste est désormais une victime d'une sorcellerie invisible, un homme qui est mort non pas par une cause naturelle, mais par la malveillance d'un vampire astral. Sa famille et les autres villageois, qui ignoraient la menace qui pesait sur lui, n'auront pas la moindre idée de la véritable cause de sa mort. Le matin, lorsqu'ils découvriront son corps sans vie, les premiers signes de la tragédie seront visibles sur son visage, une horrible grimace de terreur, comme si Jean-Baptiste avait vu quelque chose d'inexplicable avant de rendre son dernier souffle. Le matin suivant la mort de Jean-Baptiste, le village de Kangosouk est plongé dans une atmosphère de confusion et de choc. Les habitants, qui connaissent bien le travailleur acharné et en bonne santé qu'était Jean-Baptiste, sont perplexes. Personne ne comprend pourquoi un homme aussi robuste, après une journée de dur labeur dans les champs, meurt dans son sommeil sans raison apparente. Les voisins et les proches commencent à murmurer, se demandant si quelque chose de surnaturel pourrait être en cause. Les anciens du village, ceux qui sont les gardiens des traditions et des connaissances anciennes, se réunissent rapidement pour discuter de l'événement. L'un d'eux, un homme sage et respecté, se souvient d'histoires que ses aînés lui avaient racontées. Il parle des « vampireux », ces sorciers capables de quitter leur corps la nuit pour nuire à autrui en volant leur énergie vitale. Bien que beaucoup dans le village n'y croient pas, cette histoire ne peut être ignorée cette fois-ci. Les discussions commencent à se concentrer sur un aspect étrange du décès. Jean-Baptiste est mort dans son sommeil, et son corps a été retrouvé figé dans une expression de terreur. Aucun signe de lutte, rien pour indiquer qu'il ait été attaqué physiquement, mais la peur sur son visage est indéniable. Cela rappelle les anciennes légendes sur les vampires qui attaquent les victimes dans leurs rêves. En explorant cette piste,
les villageois commencent à se rappeler des événements récents. Dominique Mondio-Bagnolet, surnommé Papa Hibou, en raison de ses yeux rouges et de sa mauvaise réputation, avait toujours été un homme étrange. Il était connu pour son amour excessif du vin de palme et de l'alcool, mais certains murmuraient aussi qu'il était un vampire, un de ceux qui étaient capables de quitter leur corps la nuit pour voyager à travers le village. Il n'était pas rare qu'on parle de lui comme étant un homme dangereux, bien qu'aucune preuve solide n'ait jamais été trouvée pour étayer ces rumeurs. Le lien entre Dominique et la mort de Jean-Baptiste devient de plus en plus évident aux yeux des anciens. Ils se souviennent de la conduite étrange de Dominique les nuits précédentes, de ses yeux rouges et de sa silhouette furtive, comme s'il ne faisait qu'attendre le moment propice pour agir. Le fait que Dominique ait quitté son corps pour se livrer à des actes maléfiques pendant la nuit est une hypothèse qui commence à prendre de l'ampleur. Mais la suspicion n'est pas suffisante. Les villageois savent qu'il leur faut une preuve plus concrète avant d'accuser Dominique ouvertement. Ils décident donc de prendre des mesures plus radicales pour découvrir la vérité. Selon la tradition, une méthode efficace pour détecter un vampire consiste à empêcher celui-ci de revenir dans son corps. Ainsi, ils prévoient d'utiliser des piments, connus pour être un moyen de bloquer l'entrée du corps d'un vampire astral. Il est dit que lorsque quelqu'un quitte son corps astral, il laisse toujours une petite ouverture dans sa maison pour pouvoir y revenir. Les villageois décident de se préparer à cette méthode de défense ancestrale, placer des piments dans toutes les ouvertures de la maison de Dominique, fenêtres, portes, et même le toit de sa maison. Ils savent que si Dominique est réellement un vampire, il sera empêché de revenir dans son corps, et il sera exposé au lever du jour. Le suspens est maintenant à son comble. Les villageois, convaincus que Dominique est impliqué dans la mort de Jean-Baptiste, se préparent à mettre leur plan à exécution. Si Dominique est le vampire responsable de la mort du villageois, ce geste traditionnel pourrait être leur seule chance de le confondre. Le village est en effervescence, chacun se préparant à agir, et un sentiment de justice, teinté de peur et de curiosité, s'installe parmi les habitants. La nuit suivante, les villageois de Kango-Souk mettent leur plan à exécution. Munis de piments jaunes forts, ils déposent des petites gousses de piment à chaque ouverture de la maison de Dominique Mondio-Bagnolet, sous ses fenêtres, devant sa porte, et même sur son toit. La croyance veut que ces piments, lorsqu'ils sont placés ainsi, agissent comme un bouclier magique qui empêche un vampire astral de revenir dans son corps. Cela fait partie des traditions séculaires qu'ils suivent pour se protéger des sorciers et des esprits malfaisants. Pendant ce temps, Dominique, comme à son habitude, se prépare pour sa sortie astrale. Après avoir bu son vin de palme et fumé son tabac, il se retire dans sa chambre en attendant que la nuit tombe. Il se concentre, ferme les yeux, et commence son rituel de projection astrale. Lentement, il commence à quitter son corps physique. Il sent d'abord une sensation de picotement dans ses orteils, puis dans ses jambes, jusqu'à ce qu'il ne sente plus aucune partie de son corps. Il est alors prêt, son esprit s'élève, et sous la forme d'un vent léger, il sort de la pièce, puis du village. Il vole en direction du village voisin, comme il en a l'habitude, à la recherche d'une nouvelle victime. Dominique est déjà loin, survolant les terres et les plantations sous la lueur de la lune, lorsqu'il commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Il se sent étrange, comme si une force invisible le repoussait. Il essaie de se concentrer et de voler plus haut, mais il rencontre une résistance, un obstacle qu'il ne parvient pas à franchir. Il survole son propre village, cherchant une entrée, une ouverture dans la barrière de piments que les villageois ont placée autour de sa maison. Les piments, comme une ligne invisible mais impassable, bloquent sa route. Il tente d'approcher sa maison par différentes directions, cherchant à repérer un espace où il pourrait rentrer. Mais quel que soit l'angle qu'il choisit, les piments semblent former une barrière infranchissable. Son corps astral, qui se déplace normalement avec une grande fluidité, est maintenant figé, piégé à l'extérieur de la maison. La frustration et la panique commencent à s'emparer de Dominique. Il est coincé, incapable de réintégrer son corps,
et la première lueur de l'aube commence à poindre à l'horizon. Dominique se rend compte qu'il est en grand danger. En tant que vampire astral, s'il ne retourne pas dans son corps avant le lever du soleil, il sera exposé aux rayons brûlants de la lumière, et sa vie en tant qu'esprit pourrait être mise en péril. Le soleil, symbole de la lumière pure, a toujours été l'ennemi juré des créatures surnaturelles comme lui. S'il ne trouve pas un moyen de rentrer, il risque de disparaître pour toujours ou de se retrouver dans une situation désastreuse. Il essaie désespérément de revenir à sa maison, tournoyant autour de celle-ci, tentant de passer par des fenêtres ouvertes, par les portes, ou même par des fissures dans le toit. Mais les piments bloquent systématiquement chaque approche. Il se sent comme un oiseau pris dans une cage invisible, incapable de se libérer. La peur s'empare de lui alors que le ciel s'éclaircit et que le coq chante au loin, annonçant l'arrivée imminente du jour. La lumière du matin commence à inonder les rues du village. Les premières lueurs du soleil traversent les arbres, et Dominique sait que son heure est proche. Il se rapproche encore de sa maison, mais il est de plus en plus fatigué, et ses tentatives pour passer la barrière de piment deviennent plus désespérées. Il vole au ras du sol, cherchant frénétiquement une ouverture, mais en vain. Finalement, il entend le chant du coq et voit les premiers rayons du soleil éclater à l'horizon, pénétrant à travers les arbres et frappant le sol avec une intensité croissante. Un frisson glacé parcourt son esprit astral. S'il ne réussit pas à regagner son corps dans les instants qui suivent, il sera définitivement perdu. La barrière de piment, cette simple ligne de protection posée par les villageois, l'a piégé à l'extérieur, et il est désormais à la merci de la lumière du matin. Au moment où le soleil commence à se lever au-dessus de l'horizon, Dominique, complètement désespéré, tente une dernière fois de se poser sur son corps, mais il est trop tard. La lumière du jour est là, implacable. En une fraction de seconde, il sent la chaleur du soleil effleurer son esprit, et il commence à perdre de sa substance. Son corps astral se déstabilise sous l'impact de la lumière, et il perd son pouvoir. La dernière chose qu'il entend avant de tomber, son esprit déconnecté de la réalité, c'est le son du coq chantant, annonçant la fin de la nuit et de son existence astrale. Exposé à la lumière du jour, sans pouvoir revenir dans son corps, Dominique chute lourdement, son esprit frappant le sol du village, là où il est finalement retrouvé par les villageois. Le matin, après que Dominique ait été exposé sous sa forme astrale, la situation prend un tournant inattendu. Les villageois, constatant sa défaite et son incapacité à revenir dans son corps, s'approchent de lui, entourant le vieux vampire qui se trouve, honteux et désemparé, devant sa porte. L'instant est grave et solennel. Les témoins de son échec le regardent avec méfiance, certains avec un mélange de crainte et de dégoût. Ils savent qu'un vampire qui a perdu son pouvoir peut encore représenter un danger s'il n'est pas correctement soigné. Dominique, bien que physiquement retrouvé et humilié, semble toujours être en proie à une lutte intérieure. Il a vécu de nombreuses années à pratiquer la sorcellerie, à explorer les ténèbres et à nourrir son âme de pouvoirs occultes, mais maintenant il se trouve impuissant. Le guérisseur du village, un homme sage nommé Concomac, est appelé à intervenir. Concomac est connu pour sa capacité à soigner ceux qui sont attaqués par la sorcellerie, mais il n'acceptera de soigner Dominique que s'il se confesse et avoue ses actes malveillants. Dominique, malgré ses efforts pour rester stoïque et silencieux, commence à sentir la pression du regard des autres villageois. La honte de son échec l'accable, et la douleur psychologique de sa condition le ronge. Il se rend vite compte que s'il veut retrouver un semblant de normalité et éviter une mort certaine, il doit faire face à ses actions. Il finit par avouer, à contre-séhur, qu'il a tué Jean-Baptiste Ibiwa, le villageois innocent, en l'attaquant pendant son sommeil. Il raconte comment il a utilisé son pouvoir de projection astrale pour pénétrer dans les rêves de Jean-Baptiste et provoquer une terreur paralysante, déclenchant ainsi la crise cardiaque fatale. Les villageois, bien que choqués par son aveu, savent qu'il est maintenant temps de procéder à la guérison, mais ce processus exige un sacrifice particulier. Concomac, le guérisseur,
s'approche lentement de Dominique, son regard sévère mais empreint de sagesse. Il explique que pour soigner Dominique et lui ôter son pouvoir maléfique, il doit procéder à une ancienne pratique, l'extraction des dents de vampire. Selon les croyances anciennes, un vampire astral possède des dents spéciales qui lui permettent de mordre ses victimes dans l'esprit, volant ainsi leur énergie vitale. Ces dents sont cachées à un endroit très secret du corps, et pour se débarrasser de ce pouvoir, il faut les détruire. Dominique, les yeux remplis de terreur, comprend ce que cela implique. Les dents dont parle le guérisseur sont en réalité des symboles de son pouvoir maléfique, et elles sont cachées dans une partie intime de son corps, ses testicules. C'est là que, selon les rituels ancestraux, réside la source de sa capacité à infliger du mal aux autres. La procédure est douloureuse, humiliante, mais nécessaire. Les villageois se rassemblent autour de lui, les regards pleins d'une inquiétude mêlée de curiosité. Certains d'entre eux murmurent des prières pour apaiser l'âme du vieux vampire, tandis que d'autres, plus jeunes, se détournent, incapables de supporter la scène qui va se dérouler. Dominique, désemparé, se prépare à ce qui pourrait bien être la fin de son pouvoir. Concomac commence à préparer l'instrument nécessaire à l'extraction des dents, une pierre polie, tranchante comme une lame. Il explique qu'il doit briser les dents de vampire avec une force suffisante pour détruire le pouvoir de Dominique sans compromettre sa vie. Pour ce faire, il doit frapper précisément sur un point vulnérable du corps de Dominique. La tension est palpable dans l'air. Dominique, les yeux fermés, prend une profonde inspiration. Il sait qu'il n'a d'autre choix que d'accepter cette humiliation et cette douleur. Concomac, avec une précision redoutable, frappe les testicules de Dominique avec la pierre. Un cri de douleur s'échappe de la bouche du vieil homme, un cri déchirant qui résonne à travers le village. Mais il sait que c'est le prix à payer pour se libérer de son mal. La procédure est longue et difficile. À chaque coup, Dominique se tord de douleur, mais il serre les dents, conscient qu'il est en train de perdre son pouvoir maléfique. Finalement, après plusieurs frappes, le guérisseur atteint l'objectif, les dents de vampire sont brisées. Le pouvoir de Dominique s'effondre alors comme un château de cartes. La douleur commence à s'estomper, et avec elle, la malice qui hantait son âme. Une fois la procédure terminée, Dominique reste allongé sur le sol, épuisé et tremblant. Il sait qu'il est désormais libéré de sa condition de vampire, mais à quel prix ? Il est défiguré, humilié, et son corps est marqué à jamais. La guérison est certes possible, mais elle ne sera jamais complète, car il porte désormais les cicatrices de ses actes. Le guérisseur Concomac s'approche alors de lui et lui murmure : « Tu as payé pour tes crimes, Dominique. Mais maintenant, tu peux choisir de vivre ou de mourir. Si tu veux vivre, tu dois changer ton cœur, car seul un cœur pur peut guérir après de tels actes. » Dominique, épuisé, accepte cette seconde chance. Il sait que la rédemption ne viendra pas facilement, mais il a désormais la possibilité de se repentir, d'abandonner sa vie de sorcellerie et de malveillance. Les villageois, qui avaient été témoins de sa dégradation, le regardent d'un œil nouveau. Bien qu'il ne puisse jamais effacer ce qu'il a fait, il peut encore choisir de changer et d'apporter sa contribution au village, tout en restant sous la surveillance des anciens. 2 ans s'écoulent après la lourde procédure de guérison subie par Dominique Mondio-Bagnolet. Après avoir perdu son pouvoir de vampire, il vit désormais une existence bien différente de celle qu'il menait autrefois. Les villageois, bien qu'encore méfiants à son égard, lui accordent une chance de se racheter. Il n'est plus l'homme craint et isolé qu'il était auparavant, mais il vit toujours dans le village, tenté par la rédemption. Son nom, autrefois synonyme de terreur et de mystère, est désormais murmuré avec un certain respect. Il est devenu plus discret, plus calme, et il s'efforce de mener une vie honnête. Mais, au fond de lui, il porte encore les traces indélébiles de ses actions passées. Malgré ses efforts pour changer, Dominique ne parvient pas à se libérer complètement de l'ombre de son passé.
Les cicatrices laissées par ses actes de sorcellerie, et par l'humiliation qu'il a subie lors de la procédure de guérison, ne disparaissent pas facilement. Son corps, tout comme son esprit, porte le fardeau de ses erreurs, et la douleur du passé ne le quitte jamais totalement. Un après-midi, alors que Dominique travaille dans son jardin, un léger malaise commence à le saisir. Il se sent plus fatigué que d'habitude, avec une douleur persistante dans le ventre et une sensation de faiblesse inhabituelle. Au début, il essaie d'ignorer ces signes. Après tout, il est un vieil homme, et la vieillesse vient parfois avec ses propres souffrances. Mais au fil des jours, son état s'aggrave. Les villageois, qui l'ont observé se battre pour trouver sa place après sa guérison, remarquent qu'il devient de plus en plus pâle et que ses mouvements sont ralentis. Concomac, le guérisseur qui avait soigné Dominique 2 ans plus tôt, est appelé pour l'examiner. Après un examen attentif, il conclut que Dominique souffre d'une maladie grave, probablement d'une infection qui a pris racine à cause de l'humiliation physique subie lors de la procédure de guérison. Les effets secondaires des coups reçus, combinés à la vieillesse et au stress de son passé, ont fragilisé son corps de manière irréversible. Concomac conseille à Dominique de se reposer et de prendre des remèdes traditionnels pour tenter de contrer la maladie, mais les signes sont déjà inquiétants. Dominique, conscient de la gravité de la situation, commence à se retirer dans une sorte de calme résigné. Il n'a jamais cru à l'immortalité, même après sa guérison, il sait au fond de lui que ses actes auront toujours des conséquences. Le mal qu'il a causé à Jean-Baptiste Ibiwa et les nombreuses vies qu'il a affectées ne peuvent pas être effacés par un simple rituel de guérison. Bien qu'il n'ait plus le pouvoir de nuire aux autres, la malédiction de son âme, de ses actions passées, semble l'avoir rattrapé sous forme de maladie physique. Les villageois, qui l'ont vu changer au fil des années, commencent à se rassembler autour de lui offrant leur aide et leur soutien. Certains lui apportent des herbes médicinales, d'autres des prières pour l'apaiser, mais Dominique, tout en leur étant reconnaissant, reste indifférent à leur tentative de soulagement. Il sait que cette maladie n'est pas simplement le résultat d'un mauvais sort ou d'un mal physique, mais une conséquence inéluctable des actions qu'il a commises autrefois. Les anciens du village se rassemblent également autour de lui, et, dans un silence empreint de respect, ils attendent la fin. Dominique a toujours cru que la véritable rédemption ne viendrait pas de l'oubli de ses péchés, mais de l'acceptation de leurs conséquences. Il comprend maintenant que la guérison physique, bien que nécessaire, n'a pas la capacité de guérir une âme marquée par des années de malveillance. Les actions mauvaises, même réparées, laissent des traces qui ne peuvent pas être effacées simplement par des rituels ou des remèdes. Le poids du passé finit toujours par se manifester. Un jour, alors qu'il repose dans sa maison, Dominique rend son dernier souffle. Il meurt paisiblement, mais son visage porte une expression sereine, comme s'il avait enfin accepté son destin. Les villageois qui l'entourent savent que sa fin n'est pas simplement le résultat d'une maladie physique, mais le reflet d'une vie marquée par les erreurs du passé. La rédemption, bien qu'accessible, ne supprime pas les conséquences des actions mauvaises, et Dominique en paye le prix ultime. Il quitte ce monde, non dans une explosion de douleur, mais dans une tranquillité qui suggère qu'il a trouvé une forme de paix intérieure, malgré tout ce qu'il a vécu. La mort de Dominique marque un tournant dans la mémoire du village. Les générations futures se souviendront de lui comme de l'homme qui, bien qu'il ait causé de grands torts, a aussi cherché à se réconcilier avec lui-même. Cependant, l'histoire de sa maladie et de sa mort servira de leçon à tous. Peu importe la manière dont on tente de réparer les torts, les conséquences de nos actes peuvent toujours nous rattraper, et certaines blessures, même celles infligées à notre propre âme, restent à jamais incurables.